Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Tweet TV, la télévision interactive. Comme chaque vendredi, à cette heure précise, c'est le sport qui prend le dessus sur Sport 3. Et vous êtes bien sûr, oui, sur Sport 3, l'émission qui vous donne l'actualité sportive de toute la semaine. Ce soir, on parlera de boxe avec l'arrivée d'un champion du monde à Ouagadougou. On parlera également des étalons U20 qui se sont qualifiés pour la finale de l'UFOA B et du même coup pour la CAN des moins de 20 ans qui se jouera en 2021 à Mauritanie. Et bien sûr, on terminera avec le face au foot, notamment avec un match avancé joué ce vendredi entre l'AS Police et Vitesse FC. Une fois de plus, bonsoir et ravi de vous retrouver. Bonsoir à vous aussi sur le plateau, Ibé Kabé. Bonsoir à vous, Assami, bonsoir à tous les téléspectateurs de Tweet TV. Oui, en face de vous, on retrouve Adama Salambere, bonsoir. Toujours là, bonsoir et à tout le monde, même aux anciens. Oui. Et à tous ceux qui nous suivent seront encore servis. Il dit toujours là alors qu'il n'était pas à l'émission passée. Non, mais j'étais là à l'émission passée. Il était là. Il est rentré à la deuxième partie de l'émission. Seconde période. Ah ouais. Ouais, c'est vrai. Issa Kaïlboudo, bonsoir. Bonsoir Samy, bonsoir à tous les téléspectateurs. Oui. Moi je peux dire que je suis toujours là. Oui, là on vous décerne la médaille du fidèle et chroniqueur de sport. L'un des plus fidèles. Oui. Voilà. Non, vous êtes fidèle. Je suis le plus fidèle. Ah oui. Ok, donc voilà. Diamétralement à Dianda qui n'est pas là. En tout cas, on le salue quand même. Oui, on le salue. Ouais. Merci en tout cas de répondre présent une fois de plus ce soir. On se retrouve juste après cette virgule. Voilà, comme je le disais, un boxeur est venu au Burkina Faso, un champion du monde. Il s'agit de Prince Lorenzo, un boxeur togolais bien sûr, champion du monde de poids moyen GBC qui est à Ouagadougou depuis ce jeudi. À son arrivée, nous sommes allés à l'aéroport, voilà, pour avoir ses premiers mots. Il dit être au Burkina Faso pour apporter son expertise aux amoureux du noble art, mettre en place un projet de construction de centres dans les énergies renouvelables, combiné avec l'agriculture. En plus de cela, il n'est pas venu les mains vides. Et Lorenzo a apporté du matériel de boxe pour les boxeurs burkinabés, en tout cas, pour le mettre à la Fédération burkinabé de boxe qui va s'atteler à permettre en tout cas ces boxeurs-là de mieux s'équiper pour les compétitions à venir. Alors, en tout cas, c'est de bon augure. Un Togolais qui a pensé au Burkina Faso. C'est sa première fois de venir au Burkina Faso, surtout pour voir les compétiteurs au niveau de la boxe. Son arrivée, elle est bienvenue, Issaka. Oui, bon, c'est vrai, c'est l'Afrique, c'est un fils de l'Afrique. Il est Togolais, il décide de soutenir le Burkina. Je ne connais pas un peu, franchement, son parcours en tant que boxeur. J'ai aussi vu un peu les publications par rapport à son arrivée au Burkina. Maintenant, bon, c'est une bonne chose. Oui. A priori, c'est déjà bien quand même d'avoir des personnes qui ont une considération, parce que c'est une considération quand même. On a 54 pays en Afrique. Oui. S'ils décident de venir au Burkina pour apporter quelque chose, ça veut dire que le Burkina, c'est un pays aussi qui compte, où il y a quand même la tranquillité, où on peut mener les activités. Parce qu'en toile de fond, vous avez dit qu'il y a, au-delà de ça, il y a des projets peut-être économiques qui vont s'articuler autour de son arrivée. Oui, bien sûr. Donc c'est un ensemble d'éléments. Maintenant, ça va nous permettre de comprendre exactement les motivations, pourquoi avoir choisi le Burkina, voilà, connaître un peu lui, sa carrière en tant que boxeur, où il en est aujourd'hui, qu'est-ce qu'il peut apporter à la boxe burkinabé quand on sait que aujourd'hui c'est une discipline qui est un peu pratiquement en léthargie. Est-ce que son arrivée va remettre les choses sur les rails? On l'espère bien. Sinon, a priori, c'est pas mauvais d'avoir un émissaire qui veut venir apporter. Maintenant, il faut pouvoir canaliser tout ce qui est autour pour ne pas que, bon, après ça soit un fiasco et puis bon, on ne tirera pas l'essence même de ce genre d'initiative. D'accord. En tout cas, avant de vous donner la parole, on va écouter d'abord Prince Lorenzo à son arrivée à Ouagadougou. L'objet de Lorenzo, c'est tout simple. En tant que champion du monde de boxe, j'ai amené Voilà, quelques
quelques soucis techniques. On espère qu'on va revenir sur cet élément, cette interview de Prince Lorenzo. Mais déjà, comme Issaka l'a dit, hein, un combattant, un ancien boxeur, parce qu'il ne boxe plus, qui vient au Burkina Faso et non pas avec les mains vides, mais avec du matériel pour aider la fédération. C'est une initiative à saluer. J'imagine que c'est à la demande certainement de la fédération burkinabé de boxe qui est en train donc de tisser les relations bilatérales pour pouvoir mettre sa feuille de route en marche et là on a la chance qu'on n'a pas besoin d'aller loin donc pour chercher quelqu'un donc qui peut partager son expérience, une expertise avec nous. Vous avez parlé donc de cet ex-champion du monde qui est togolais, donc c'est un voisin d'à côté et lui il préfère donc avoir la nationalité africaine en témoin donc le projet et le geste qu'il compte faire au bénéfice bien sûr donc de la boxe burkinabé. Moi je pense que c'est une initiative donc qui mérite d'être saluée à sa juste valeur. Voilà, Lorenzo Prince qu'on va écouter à présent nous fait signe que l'interview est prête maintenant, donc on va l'écouter. L'objet de Lorenzo c'est tout simple, hein? En tant que champion du monde de boxe, j'ai amené des matériaux de sport de boxe. Et puis je veux rencontrer les premiers responsables du sport de boxe au Burkina, hein, et voir dans quelle mesure je peux revenir rapidement, mettre une salle d'entraînement de boxe au Burkina dont je vais offrir certains matériaux pour permettre à nos jeunes frères et sœurs qui sont sur la route, qui n'ont pas de travail, comme je crois, Lomé aussi, hein, j'en avais fait aussi là-bas, pour leur permettre d'apprendre le sport de boxe, hein, et puis à travers la boxe, de devenir champion d'Afrique, champion du monde, et de profiter de tous les bienfaits dont j'en ai profité de la boxe. Voilà, c'est le but. Ouais, je suis d'origine du Togo, hein, je suis d'origine togolaise. Mais pourquoi Burkina? Parce que d'abord, pourquoi l'Afrique? Peut-être vous pouvez me poser la question, parce que moi je me sens africain. Hein, et ici au Burkina, je ne crois pas qu'à cause de la frontière qui sépare Burkina et Togo, je vais me dire je suis togolais. Non, je suis burkinabé, mon frère. Alors, je suis encore ici pour mon frère, que je tiens vraiment à cœur. Wilfried Sanou, un grand footballeur burkinabé qui a joué à Cologne, dans la ville d'accueil en Allemagne où je suis. Avec Wilfried Sanou, j'ai tissé de très bonnes relations. Je crois que c'est moi-même qui l'a fait. À cause de moi, il est venu premièrement au Togo il y a quelques années. Et vraiment, je suis là pour le visiter aussi et pour visiter nos autres frères burkinabés. Voilà. J'ai eu j'ai plus de 50 combats de boxe. Alors, les derniers, c'est avec des adversaires comme Douashvili. Voilà, ce sont des gens de la Serbie, des blancs mais qui s'entraînent dans le froid, qui sont très forts. J'ai eu à combattre avec les Belges. Donc, je suis là, je crois que la boxe, c'est un sport qui est vraiment pas sous-estimé, mais comme on le dit, c'est le noble art. Les titres de champion du monde, je crois que j'aurai avec une interview bien préparée à vous les détails. J'ai aussi amené une ceinture que je vais vous montrer pour ceux qui n'ont jamais vu ou bien n'ont jamais touché une ceinture mondiale. Voilà. Voilà, plus de 50 combats donc pour Lorenzo Prince, un champion togolais mais qui vit en Allemagne et qui dit être venu au Burkina Faso également pour mettre en place un centre qui va permettre aux pratiquants de la boxe de mieux s'illustrer, de mieux apprendre pour les compétitions à venir. C'est une bonne initiative également. Oui, bien sûr que c'est une bonne initiative parce que comme l'a dit Saka dans ses dernières phrases, la boxe burkinabé est en léthargie et il va falloir rebondir pour quand même donner encore beaucoup plus
de vivacité à cette discipline-là qui est en train de mourir, on va le dire comme ça en prive. Parce que là, la période de yo-yo, la période de boom-boom, tout ça s'est passé. Et depuis là, on ne sent plus véritablement la boxe burkinabé comme ça, d'habitude. Mais c'est pas le premier Togolais qui vient en tant que sparring partner au niveau de la boxe. Je crois qu'il y avait un autre Togolais dans l'équipe, dans le staff de Jean-Pierre Maillet qui a véritablement fait beaucoup de boxeurs burkinabés, notamment Yo-Yo, le Piton, Soutoké, etc. Qui était déjà, je me rappelle plus bien de son nom, c'est un certain Yaouvi, quelque chose comme ça, qui était déjà là et qui était vraiment implanté au Burkina et qui aidait vraiment Jean-Pierre Maillet à véritablement préparer nos boxeurs. Déjà, que ce monsieur arrive également au Burkina pour un objectif de ce genre, c'est vraiment la bienvenue et on ne peut que saluer sa venue. Oui, hein. Et puisque Lorenzo il se dit être un Africain et pour lui, vivre en Allemagne, il doit investir en Afrique et permettre à ces Africains mettre en place une société où on va construire, on va mettre et canaliser les énergies renouvelables et combinées par l'agriculture, c'est bien aussi en parallèle. Non, c'est une très belle chose parce qu'aujourd'hui, l'Afrique ne peut se développer que par ce genre de retour de sa diaspora qui fait des merveilles en Europe, en Asie, en Amérique. Donc, ce serait une erreur pour l'Afrique de ne pas pouvoir même capitaliser ses performances de ses fils un peu éparpillés à travers le monde. Donc aujourd'hui, revenir en Afrique pour investir, c'est des choses qu'il faut encourager. Il faut encourager en créant vraiment le cadre pour permettre à nos frères qui sont à l'extérieur de revenir au pays pour des investissements. Et ces investissements, par ricochet, vont créer de la richesse, de la valeur ajoutée et du boulot. Et lui, il a choisi, par exemple, peut-être le canal du sport, qui est un vecteur universel. La communication du sport, c'est universel. Peut-être qu'il a passé par le canal, il a même fait un clin d'œil à un footballeur, l'ex-international Wilfried Sanou, qui a joué à Cologne pendant des années. Peut-être que ce sont ces connexions-là qui ont permis aujourd'hui d'avoir d'autres connexions dans le domaine de la boxe, parce que lui, il n'est pas footballeur, il est boxeur. Voilà. En même temps qu'il veut développer peut-être d'autres activités économiques, bon, il veut aussi apporter ce qu'il a appris de plus, qui est la boxe, qui va permettre d'apporter un coup de pouce à la boxe burkinabé. J'ai dit tout ça, c'est vraiment bien, mais il ne faut pas rester seulement sur des mots. Il faut que justement, qu'est-ce que les autorités doivent faire en ce moment, parce que pour profiter en tout cas de son expertise, parce comme il est déjà là. Ce genre de projet, on en a vu déjà peut-être dans certains pays où des personnes sont venues avec de très bonnes idées, des envies d'apporter des choses. Après, on se rend compte que au finish, c'est pratiquement un peu de la poudre aux yeux. Voilà, ça a existé. Donc quand ça vient, tout pays qui est bien structuré, bien organisé, doit pouvoir avoir un regard sur ces champs de projets, puisqu'il y a le ministère des Sports qui est là, il y a la fédération qui est là. Il ne pourra pas peut-être venir au Burkina travailler ex nihilo tout seul. Il va travailler avec toutes ses connexions. Donc je me dis, c'est tous des responsables. Ils vont tous regarder ensemble qu'est-ce qui peut être fait, où ça doit s'implanter, quels sont les besoins. Parce qu'il a dit qu'il espère en tout cas rencontrer ces autorités. Il faut identifier. Donc à lui seul, il ne peut pas. Il faut travailler avec toutes ces structures-là pour identifier le besoin. Maintenant, où implanter le besoin, qu'est-ce qu'il faut faire pour attirer. Parce que sur le terrain, il y avait déjà un travail. Ça ne vient que pour ajouter. Donc, tout ça, il faut pouvoir canaliser. Oui. En tout cas, bienvenue à Prince Lorenzo, boxeur togolais champion du monde du poids moyen GBC. Voilà, donc, il séjournera au Burkina Faso et repartira dans quelques temps. Donc, on espère en tout cas profiter de son expertise. Parlons à présent de football, oui, avec les étalons juniors qui se sont qualifiés pour la finale du tournoi UFOA B. On va vous montrer les buts de cette rencontre. Il y a eu 5 buts au total, 4 pour le Burkina Faso et 1 pour la Côte d'Ivoire. Le premier but, c'est sur cette action. Récupération du ballon dans le rond central par Yael. Voilà, passe pour, en tout cas, Blakis Ahmed qui va ouvrir la marque pour les étalons juniors IB. Alors, la récupération est parfaite et la passe millimétrée de Yael qu'il faut saluer au passage. Et Ahmed Blakis Ouattara lui fait un excellent boulot. D'abord, un crochet donc qui met tout
tout prend à défaut toute la défense ivoirienne et ce but est vraiment salvateur. Et moi je pense que c'est une action de grande classe et vraiment c'est très bien pour le moral. Isaka, et regardez le sang-froid du joueur. Sur cette action, je vous disais tout à l'heure que vous voyez 3, 4, 5 oranges, 5 joueurs ivoiriens plus le Ghanéen, ça fait 6 contre 3. Voilà, ça dit qu'il y avait un surhomme ivoirien qui était là, mais malgré ça, les 3 attaquants burkinabés, surtout au niveau de la récupération, Yael, il met un pressing haut, il récupère le ballon rapidement, il le transmet à Blakis et le reste, imaginez. Regardez le deuxième but de Botoué Kwame Fiacre qui a eu un ballon dans le dos de la défense, une belle passe et qui marque le deuxième but. Salambélé. Je crois qu'il en a l'habitude parce que à la pointe de l'attaque de l'histoire, il anime bien cette attaque et là il a véritablement confirmé ce qu'on connaît de lui dans le Faso Foot et c'est vraiment l'instinct du buteur qui l'a animé et je crois qu'il anime très bien cette attaque. Et le ballon qui est récupéré de la même manière que le premier but, récupération du ballon et passe en profondeur. Surtout le premier but me rappelle le but de Seydou Traoré en 95 lorsque le Burkina Faso allait jouer en Côte d'Ivoire. C'était la même façon. Il a fait un crochet où il a éliminé du coup 2 défenseurs avec le gardien pour avoir les poteaux libres afin de glisser ce ballon dans les filets. Et réduction du score par les Ivoiriens sur ce coup avant la pause. Donc 2-1 à la pause. En seconde période, les étalons vont avoir un pénalty également. Toutes mes excuses pour la qualité de l'image sur ce pénalty. Donc Ibrahim Bansé qui va transformer ce pénalty en pour le 3e but des étalons. Voilà, lucidement, il va prendre tout son temps. Et du plat de l'intérieur du pied gauche dans la lucarne. Ça, généralement, quand ça ne rate pas, ça rentre. Le gardien ne peut pas. Et le 4e but, voilà, passe de Fiacre Kwame pour Clovis Ouedraogo pour le 4e but. Et c'était le Koukao Ibé. Oui, belle récupération de Fiacre Kwame, donc qui n'a pas été trop gourmand. Donc il a joué collectif. Et vraiment, il a fait preuve quand même de générosité et d'altruisme dans ce match. Et là, il y a cette passe décisive et Clovis Ouedraogo n'avait que mettre ce ballon au fond des filets. Score final 4-1 pour les étalons du Burkina. Au début de la rencontre, on ne se disait pas que ces étalons pouvaient battre la Côte d'Ivoire jusqu'à 4 buts. Peut-être un score large, ça allait être un 2-0 ou 2-1. Pour vous, les étalons ont complètement dominé la rencontre et on a senti qu'ils étaient en forme. Salambélé. Oui, puisqu'il y a quand même des faits de jeu qu'il faut remarquer, parce que déjà après les 12 premières minutes, les étalons avaient déjà marqué 2 buts, je crois, voilà. Et suite à ces 2 buts, il y a eu un carton rouge de la part des défenseurs centraux au détriment de la Côte d'Ivoire. Le défenseur central ayant fait une faute à écoper d'un deuxième carton jaune qui lui a valu un carton rouge. Et cette situation mettait véritablement la Côte d'Ivoire dans une certaine difficulté parce que même le changement que le coach ivoirien a effectué n'a pas véritablement aidé sa défense puisque c'est une équipe qui a voulu tout de suite revenir au score et libérer un peu des espaces au Burkina Faso qui en a profité. Parce que là, le Burkina Faso qui dominait déjà a procédé par des contres pour carrément étrier cette équipe de Côte d'Ivoire. Je pense que, mais au-delà de la victoire, moi ce que je retiens, c'est d'abord le discours de l'entraîneur. Quand vous écoutez le discours de l'entraîneur Oscar juste après la rencontre, c'est un discours empreint de sagesse et d'humilité. Il dit que le résultat ne reflète pas forcément la physionomie du match, mais on a exploité nos forces pour pouvoir gagner. C'est très significateur. Ça dit que c'est un entraîneur qui reste humble, qui est dans une humilité, parce que comme tu l'as dit, effectivement, c'est pas de façon constante qu'on croise la Côte d'Ivoire et qu'on arrive à flanquer des buts aussi facilement. Et puis, comme il a dit, il y a des facteurs aussi qui peuvent peut-être, pourquoi pas, expliquer. Nous, déjà, au Burkina, ça n'enlève absolument rien à la qualité de notre équipe. Bien sûr. Vous savez qu'en Côte d'Ivoire, depuis mars, ça ne joue plus au football dans ce pays. Il n'y a pas de championnat. Et aujourd'hui, par exemple, ceux qui sont en train de jouer sont pratiquement les joueurs de notre championnat. Ils sont au moins plus ou moins aguerris. Donc, c'est tout à fait logique que nous, au moins après
combien de journées 16 journées, on puisse avoir normalement des joueurs qui sont capables de nous sortir un match de ce genre. Oui. Ça veut dire que si c'était le contraire, pour un pays où le championnat n'a pas encore commencé et que vous êtes déjà dans un championnat bien huilé, où on a des très bons joueurs, les Botoué, les Blackies, ils sont très nombreux, plus quelques professionnels. Si vous n'arrivez pas à vous en sortir, on allait se poser quand même beaucoup de questions. Mais là, on a un championnat qui a démarré. Le niveau du championnat il est bon, ça travaille, il y a de la qualité dans les équipes, le recrutement a été fait de façon minutieuse, donc pour moi par un entraîneur qui connaît, qui a été champion du Burkina au moins à maintes fois, donc beaucoup d'ingrédients étaient réunis pour que nous puissions faire un bon match face à la Côte d'Ivoire qui reste quand même un match de référence, parce que n'oubliez pas que les 2 premiers matchs on a joué quand même avec les freins à la main. Ça a été des matchs un peu insipides. Donc ce match était la finale, avant la finale. Heureusement, on l'a bien exploité. On a fait 4 buts. Et je dis bravo. Alors, Ibé, qu'est-ce qui peut expliquer, voilà, j'y arrive, parce que les étalons, comme l'a dit Isaka, au départ, on a fait 2 matchs nuls avant de gagner le Bénin, le dernier match de poule, avant d'arriver dans les demi-finales. En demi-finale, on bat la Côte d'Ivoire par un score lourd de 4 buts à 1. Ça veut dire qu'on est arrivé crescendo. Qu'est-ce qui peut expliquer cette performance? Non, je crois que les autres ont déjà dit l'essentiel. Et quand vous regardez le match proprement dit, effectivement, il y a des faits de jeu qui expliquent cela. Et quand le match a démarré, la Côte d'Ivoire a pris le jeu à son compte, qui avait même commencé à tisser avec le ballon et qui ont même apporté le danger quelquefois. Sauf que derrière, sur une défense, une balle mal exploitée donc par la défense ivoirienne, il y a eu la récupération haute et on part en compte et avec la qualité individuelle de Ahmed Blakis Ouattara, on arrive donc à mettre ce but au fond. Et deuxième, ça a obligé les Ivoiriens donc à sortir donc du jeu, parce que il faut dire qu'ils sont venus avec vraiment de la suffisance, ces Ivoiriens. Quand vous regardez leur attitude de début de rencontre, vous vous rendez compte, ils se disaient que voilà, c'était déjà plié. C'était déjà plié. Donc ils ne concédaient pas, ils ne digéraient pas le fait de concéder un but matinal face à une équipe qu'on pensait quand même pouvoir gagner dès les 10 premières minutes. Donc ça fait que les Ivoiriens sont sortis et derrière c'est un ballon de contre. Un duel entre Jean Fiacre Kwame et le défenseur, et lui il gagne son duel quand bien même qu'il est tombé, et vous voyez l'action, la rapidité avec laquelle il se relève donc pour mettre ce but au fond était assez révélateur donc de l'engagement que l'équipe dirigeante, le staff technique avait insufflé à cette équipe. Et déjà vous regardez même en début de match, quand on était en train d'entonner l'hymne national, quand vous regardez l'attitude d'Amadou Sampo, vous sentez quand même la rage de vaincre, et derrière les Étalons ont su effectivement exploiter donc leur force. Sinon dans la production d'ensemble, on a su exploiter les failles comme le coach l'a dit, mais c'était pas un match suffisamment bling au point que on ne va pas rester humble aujourd'hui pour se dire qu'en face demain face au Ghana c'est une autre réalité. Mais d'abord, avant d'arriver au match de demain et de voir face au Ghana en finale, qu'est-ce qu'on peut dire de ce staff technique? Rappelez-vous que c'est ce même staff qui a conduit ces étalons aux Jeux africains à Rabat en 2019, qui ont remporté les Jeux africains, la médaille d'or, et là on se qualifie encore et consécutivement, puisque en 2019 également on était au Niger pour la CAN des moins de 20 ans, et là on se qualifie encore une fois de plus à la clé une finale de ce tournoi. Qu'est-ce qu'on peut dire? Non, mais là il faut peut-être voir également le travail du staff, parce c'est que ce que je dis. Moi j'attribuerai cette performance à la qualité du staff technique des étalons juniors. Parce que si vous partez de 2019 à maintenant, il y a eu un premier staff technique qui a conduit les étalons juniors à Maradi, où on a fait une piètre prestation du côté du Niger. Éliminé au premier tour. Éliminé au premier tour. Et dès lors que les étalons sont revenus, on a changé de staff qui est allé au Maroc pour remporter les Jeux africains. Et c'est ce même staff qui conduit les étalons au tournoi IFOA. Il faut dire déjà
qu'il y a une satisfaction morale qu'il faut voir de par, parce que toutes les équipes qui sont là-bas, hein, je peux dire le Burkina Faso est le pays qui a vraiment pris de l'ampleur côté championnat. Oui. Voilà, parce que si on prend côté ghanéen, ils étaient à la troisième journée, quatrième journée du championnat. En Côte d'Ivoire, il n'y en a pas. Le Niger, n'en parlons pas. Et donc, vraiment, le staff technique a véritablement profité de notre championnat, suivre tous les matchs, tous les joueurs. Que ces joueurs c'est pas les mêmes joueurs qui étaient du côté de Rabat, qui ont joué, parce qu'il y a d'autres qui ont joué. De toute façon, c'est des joueurs de moins de 20 ans. Il y a certains qui ont été dépassés par l'âge, et d'autres sont nouvellement arrivés. Mais il faut se dire que c'est le championnat véritablement qui a fabriqué ces joueurs que profite le staff. Je vais juste ajouter par ce qu'il dit, c'est tout à fait juste. Maintenant, l'OMA, il ne doit pas seulement s'arrêter peut-être aux deux techniciens, mais c'est sur toute la chaîne. Bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, ces joueurs sont recrutés à quel niveau? Dans des clubs. Quand vous prenez Boutoué, il vient de l'USFA. Quand vous prenez Blakis, il vient de la SFB. Quand vous prenez Yves Drago, Clovis, c'est l'étoile filante de Ouagadougou. Et j'en passe. Oui. Donc, ça veut dire que sur toute la largeur de l'assiette, il y a un travail exceptionnel qui est en train d'être fait. Et on est en train de comprendre aujourd'hui qu'il faut prendre le taureau par les cornes au niveau de la petite catégorie. Oui. Et là, on a eu le nœud creux de mettre les hommes aussi qu'il faut, qui ne trichent pas, qui font les choses de façon claire. Et on l'avait déjà vu la liste qu'ils avaient publiée. On a su que c'était quand même les meilleurs du championnat. Parce que vous avez constaté qu'il n'y avait pas beaucoup à dire. Voilà, on n'a pas eu trop de tergiversations, trop de critiques sur la liste qui a été proposée par Sampo et Oscar Barreau. Oui. Ça veut dire que c'est des fins connaisseurs qui suivent et c'est ce qu'on demande. On ne demande pas de faire du favoritisme ou bien donner de la chance à des gens qui ne méritent pas, mais il faut permettre à ceux qui méritent de pouvoir être là pour défendre la nation. Et là, nous disons bravo. Voilà, elle est tombée, bien sûr. Hein. Oui, Ibé. Alors, vous avez parlé, vous avez demandé à ce qu'on dit, ce qu'on pense donc du staff technique, oui. Effectivement. Et moi, je pense que cette prestation, il faut l'attribuer donc à la qualité, effectivement, du staff managérial. Le championnat national a toujours existé. Oui. Les compétitions au niveau des petites catégories ont toujours existé. Il y a même un département en charge des petites compétitions. Et ça a toujours existé. Mais ce qui a toujours péché, depuis après la CAN 2000, CAN cadette remportée en 2011, ce qui a toujours péché avec les Italiens, c'est le choix des hommes. C'est le choix des hommes. Et lorsque vous retournez lors de la dernière participation en Coupe d'Afrique au Niger, les juniors au Niger, où il a parlé de piètre prestations. Oui. Après, la presse même a révélé qu'il y a eu quand même des favoritismes et il y a des joueurs qui sont allés dénoncer donc de raquettage et tout. Mais après, rien n'a été suivi. Tout ce qu'on a fait, c'est de changer le staff technique. Et moi, je pense qu'effectivement, la fédération a eu du recul et s'était rendu compte que peut-être que c'est le casting au niveau donc, du staff technique donc, qu'il fallait revoir. Et on a fait appel à Oscar Barre. Et lorsqu'il est arrivé, tout de suite et maintenant, il a eu les hommes qu'il faut, capables d'aller remporter donc, des Jeux africains de Brazzaville. Ça veut dire qu'il ne les a pas formés, c'est des éléments qui existaient sur place. Oui. Il a juste fait les bons choix donc, pour nous faire sortir donc, cette prestation. Ça veut dire quoi? Cette prestation aujourd'hui, si nous l'avons, c'est grâce à la formation au niveau des clubs, mais surtout les choix des entraîneurs, parce que c'est un choix qui a été fait dans la transparence et vraiment avec pour critère essentiel la performance dans les clubs. Voilà. Et donc lorsque c'est comme ça, vous ne pouvez pas être à 17 journées de championnat et vous allez sortir une mauvaise prestation. Donc c'est une suite logique à mon sens. Au niveau du championnat. Ouais. D'accord. Et là, on est qualifié pour la CAN Mauritanie 2021, mais il y a la finale à jouer. Ouais. Et c'est ce samedi contre le Ghana. Quand on sait que le Ghana aussi est qualifié pour cette CAN 2021, comment vous voyez cette rencontre, puisque le Ghana aussi était, on va dire, une foudre de guerre dans cette compétition? Bon, normalement, sur papier, les Italiens sont favoris. D'accord. Pourquoi? Il y a plusieurs causes qui expliquent ça.
parce que de par le passé, vous voyez que actuellement, quand on confronte les équipes du Ghana à celles du Burkina Faso, vous voyez que le Burkina a toujours pris le dessus sur le Ghana. En 2019, les étalons locaux se sont qualifiés au Ghana. Et vous avez vu également que Salitas, qui a corasé une équipe ghanéenne en Coupe CAF, a éliminé cette équipe de Obuasi Goldfield. Moralement, et cette année encore, on s'est qualifié. Et cette année encore, voilà. Et oui, face à une équipe ghanéenne. Voilà, c'est ça. Donc, vous voyez que moralement, les étalons ont pris le dessus sur le Ghana. Et sur papier également, normalement, ça devait être comme ça. Maintenant, la vérité du terrain est tout autre. Parce qu'il ne faut pas dormir sous les lauriers disant que non, bon. Il faut regarder la performance du moment. Comment le Ghana joue, comment le Ghana a joué dans ce tournoi UFOA et comment les étalons ont joué. Quand on compare les performances, est-ce qu'on peut dire que les étalons peuvent revenir avec le trophée? Non, moi je pense qu'il n'y a jamais 203. C'est possible parce que le Ghana sentit bien avec un match assez difficile face au Niger, tire au but 5-3 je crois. Alors le Burkina fait passer le savon à la Côte d'Ivoire 4-1. Ça veut dire que déjà à ce niveau, il y a un déséquilibre. Il y a un déséquilibre. Maintenant, il ne faut pas se baser sur ce déséquilibre pour penser que ça va être facile, parce que tous les grands entraîneurs vous diront une finale ça ne se joue pas. Ça se gagne. Vous pouvez ne pas bien jouer, mais à la fin, il faut avoir des stratégies qui vont vous permettre de venir au bercail avec le sésame. Maintenant, je suis d'accord avec ce que Salambéré dit, mais il faut rester quand même prudent parce que le Ghana reste quand même le Ghana au niveau de la petite catégorie. Si ce n'est pas ces dernières années, ça a toujours été l'épouvantail pour beaucoup de pays de la sous-région face aux petits Ghanéens. C'est vrai que ces dernières années, ça a un peu baissé parce qu'à leur niveau aussi, bon, ça ne tourne pas trop et les autres côtés ça travaille, donc c'est tout à fait logique. Maintenant il faut rester quand même serein, savoir que ça reste quand même les Brésiliens d'Afrique comme on les appelle. Bien sûr, au niveau de la petite catégorie, le Ghana a toujours produit des joueurs de grande qualité. On se rappelle des Nilamté, les frères Ayou. Vraiment c'est un vivier énorme de bons footballeurs. On les a vus face à Salitas, des très bons joueurs, mais c'est une finale, le Burkina a sa chance, on peut aller chercher cette équipe ghanéenne et connaissant Oscar Barrow et Amadou Sampo, la rigueur dans laquelle il conduit cette équipe. Deux entraîneurs. Je suis samedi au stade Charles de Gaulle de Porto Novo. C'est sûr que l'hymne national du Burkina va retentir. Il vous un mot par rapport à cette finale. Très bien dit. Non, mais je crois que pour emprunter le jargon, une finale ça se gagne, ça ne se joue pas. Encore que celle-ci n'est qu'un bonus pour couronner la belle prestation des étalons, parce que l'objectif c'était la qualification pour la CAN. La qualification étant dans la poche, il faut aller jouer cette finale là pour dire qui est le roi au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Et ça aussi c'est imprécis. Moi je pense que pour avoir l'ascendance psychologique, l'ascendance morale comme l'aime Salambéré, je pense qu'il faut gagner ce match. Et maintenant, quand on se dit que c'est le Ghana qui est en face, il faut aller avec beaucoup d'humilité, beaucoup de prudence surtout, parce que le Ghana a toujours effectivement été un bon client au niveau des petites catégories. Vous vous rappelez que lors de la CAN 2018, c'est pratiquement les juniors qui l'avaient remporté avec cette équipe ghanéenne. Donc, moi je pense que il ne faut pas effectivement dormir sur les lauriers. Il faut partir en se disant que c'est une autre paire de matchs et la réalité d'hier n'est pas forcément celle d'aujourd'hui. Et hier c'était la Côte d'Ivoire, on a gagné 4-1, mais aujourd'hui c'est le Ghana. Il faut faire très attention. Mais il faut la série, statistiquement parlant, on dirait que peut-être dans cette catégorie, tu vois, depuis le trophée remporté, la Coupe du Monde junior remportée en 2009 par le Ghana avec la génération André Ayou, le Ghana n'a plus remporté de trophée majeur. Contrairement au Burkina Faso qui, même si les Jeux africains ne sont pas véritablement le statut n'est pas comme mais ça reste quand même un trophée que le Burkina Faso a remporté en 2019. Après il y a eu la CAN 2011. Après il y a eu le tournoi UEMOA que les États ont remporté en 2013. Il y a eu les Jeux africains
les Jeux africains, ce sont les équipes qui ont joué. On a joué la finale des Jeux africains de Brazzaville en 2015. Oui. Il ne faut pas l'oublier aussi. Oui. Donc c'est des sacrées performances. Je disais, les Jeux africains sont les équipes qui ont joué la CAN et qui sont reversées dans les Jeux africains. N'est-ce pas? Oui. Ce sont les mêmes équipes qui ont joué, je vais dire, les mêmes équipes qui ont joué la CAN 2019 au Niger, qui se sont retrouvées aux Jeux africains. Et les étalons ont tiré. Et nous qui avons fait une piètre prestation à la CAN, une prestation à la CAN. Je pense même que ton mot même après la prestation, le déluge de Maradi, on allait faire une prestation ici, c'est le Maroc. Ça veut dire que c'est qui ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire ce qui a dit, c'est tout à fait juste. Le changement des hommes a produit l'effet escompté. Et aujourd'hui, le Burkina, il faut le dire haut et fort. Au niveau de quand même la petite catégorie, on sent que il y a quand même une certaine sérénité qui se dégage. Et on continue de travailler. Je pense que les lauréats viendront. Inch'Allah, on espère bien. Voilà, bravo donc aux étalons qui se sont qualifiés pour Mauritanie 2021 et bonne chance pour la finale de ce samedi. Parlons à présent de Face au foot avec un match avancé ce vendredi même à AS Police contre Vitesse FC. Un match qui s'est joué au stade Issoufou Joseph Konombo. 2 buts ont été marqués. En première période, vous allez voir quelques occasions qui ont été créées, quelques occasions rares, hein, voilà, et qui ont été créées. Sur ce corner, il y a eu une sueur froide dans le camp. Extension de Bouni, voilà. Géant Bouni, oui, qui saute en extension dans la surface de Vitesse et il place une tête, mais malheureusement. Regardez comment ce joueur va faire trembler la défense de l'AS Police, mais malheureusement, qui n'arrive pas. Il a passé en revue toute la défense de l'AS Police. Malheureusement, il n'a pas été vraiment très altruiste. Parce qu'il devait normalement centrer pour les attaquants qui attendaient là-bas. Malheureusement, pas de chance pour Roméo Boni sur cette action. Il était vraiment mal chanceux ce soir. Qui a croisé le portier. Et là, en seconde période, toujours, et voilà, le but de l'ouverture de la marque est signé Ahmed Ouedraogo Edouard de Vitesse FC. Oui, le démarquage était bien correct. L'attaquant se retrouve étrangement seul dans le dos de la défense de l'AS Police et qui va bénéficier donc de ce ballon. Et la frappe croisée est très puissante. Pour une fois, Daniel Sayon n'a rien vu venir. Mais là encore, il faut quand même pointer du doigt un peu le mauvais placement de Vincent Da, qui est pratiquement en retard, parce que là, l'attaquant il contrôle. Vous ne pouvez pas contrôler une balle dans une surface de réparation, prendre tout le temps et ajuster, et il n'y a personne à côté. Je crois même que c'est ce qui a fait que le gardien n'a pas pu suivre cette frappe, parce que le gardien se dit au moins pour une fois le latéral pourra bloquer cette frappe. Il est monté, il était. 6 frappes, il y en a eu. Donc, il s'est retrouvé sur le. Il a eu le temps d'ajuster sa frappe et puis. Mauvais placement des défenseurs. Hein. Il y a un très mauvais placement de la défense pour une fois. Daniel Saran, lui, il avait fermé au premier poteau. Voilà. Et là, le vide que le défenseur devrait combler, puisqu'il n'était pas au bon endroit. Donc ça a permis à l'attaquant de placer cette lourde frappe croisée. Et voilà, et le gardien ne pouvait rien. Voilà. Même s'il a été élu quand même meilleur joueur à JSB du mois, une frappe de ce genre, une frappe de mule dans vos narines, forcément, ça passe. Voilà, donc un score de 2-0 pour Vitesse FC. Le deuxième but a échappé à notre caméra. Voilà, donc on vous a montré le premier but. On a vu le oui, c'était dans les ultimes moments, hein, la fin de la rencontre, pratiquement. C'est ça, c'est au moment où l'AS Police poussait pour aller chercher l'égalisation. Et comme on l'a dit, comme Burkina Faso, Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire ayant pressé le Burkina Faso pour aller égaliser le but, a laissé des espaces bien exploités par les hommes de Mamadou Zongo Bebeto qui sont allés en contre-attaque. En 2 ou 3 touches, ils étaient déjà dans le camp de l'AS Police. Et ce centre a véritablement laissé de l'espace pour l'attaquant qui a tété. C'est un but de la tête pour doubler la mise. Oui. Dans le match en général, hein, c'était pas un très bon match, hein, d'un grand niveau. Mais oui, il y a eu des actions. Vitesse FC aussi, qui est la lanterne rouge jusqu'à la 15e journée, a sorti, en tout cas, l'attiré lourde pour battre l'AS Police, hein, qui tentait de se maintenir au milieu. Non, moi je pense pas que l'artillerie était lourde. Ils ont une équipe
Ils ont trouvé une équipe de l'AS Police pour une fois qui manquait d'envie, qui manquait d'agressivité, qui manquait d'intensivité tout court. Pour l'une des rares fois, j'ai vu un match phare de l'AS Police. J'ai pas retrouvé de l'envie. C'est vrai qu'elle s'est offerte quelques occasions de but qu'elle quand même s'est payé le luxe de rater. Il y a eu 2 face à face, je pense à mon avis. Il y a eu le raté de Bonu, il y a eu la frappe de Moussa Bamba. Oui. Mais il y a aussi la créé beaucoup d'occasions. 3 occasions. Mais après, dans 3 occasions franches où effectivement ils pouvaient scorer, mais ils n'ont pas fait. Mais dans le contenu, ça manquait d'agressivité. Alors que l'identité de cette équipe de l'AS Police qu'on connaît, c'est vrai, consciente de ses limites techniques par moment, mais de l'agressivité, de l'intensité, et ce qui s'avère par moment très payant. Et ce soir, ils ont manqué leur qualité première et Vitesse a su profiter. Et les 2 réelles occasions qu'elle a eues, elle les a mis au fond. Non, mais c'est ça que je reproche à l'AS Police. Non, moi, cette rencontre. Je pense que ce qu'on peut reprocher à l'AS Police, c'est son manque d'implication et d'application dans cette rencontre, simplement. Moi, je suis en train de me poser la question, est-ce que les enfants de Coach Dri n'ont pas pris de haut cette équipe de Vitesse au regard de ton statut dans le classement, parce que Vitesse jusqu'à là était dans les tréfonds du classement. Voilà, peut-être que c'est un peu ça. Sinon, quand vous regardez les 2 derniers matchs de l'AS Police, ils avaient commencé déjà à avoir beaucoup de sympathie au stade municipal au regard de ce qu'ils mettaient dans leur match. Et le contenu, la consistance de jeu, les dédoublements, il y a eu un peu de tout. Mais ce soir, dès les 5-10 premières minutes, on a compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans cette équipe de l'AS Police, parce qu'il n'y avait pas d'envie, il n'y avait pas de l'agressivité comme il a dit. On a eu l'impression qu'on est venu dans un jamboree, on se dit bon, à tout moment ça va passer. Et comme le dit souvent les Poussis, on ne peut pas chasser le caneton en s'amusant, en rien. Il faut le chasser avec beaucoup de sérieux. Et le football a besoin du respect. Quand vous ne respectez pas l'adversaire, c'est l'adversaire qui va vous faire respecter les choses. Parce qu'ils sont venus. Ils ont un entraîneur qui a joué au haut niveau, c'est Mamadou Zongo Dibebeto. Bien sûr. Voilà, qui a fait les merveilles de la SEC d'Abidjan et de l'équipe nationale. Ils sont dans une mauvaise posture. Ok, et ils ont besoin de points quand on sait qu'il y a 4 équipes qui doivent descendre. Quand vous croisez une telle équipe, vous devez comprendre que vous devez la prendre au sérieux. On ne doit pas banaliser les matchs. Ils sont rentrés dans le match de la mauvaise manière et ils sont restés permanents dans cette mauvaise manière. Ils n'ont pas su réagir. Laisse qu'ils ont encaissé, ils ont voulu maintenant se réveiller et les conséquences c'est quoi? Ils laissent des espaces. Bien sûr. Et ces espaces, quelques bons joueurs de vitesse qui manient bien le ballon, profitent les planquer le 2e but. Donc moi je pense que là, cette défaite, ils ne peuvent que s'en prendre à eux-mêmes. D'accord. Ça arrive au très mauvais moment, parce que moi jusque là, je croyais que c'est l'équipe qui a fait la bonne moisson. Parce qu'elle arrive quand même à se comporter très bien face au gros calibre. On fait match nul face à la Sfaïnga, on gagne l'étoile filante de Ouagadougou, on met l'USFA en difficulté, Salitas en difficulté, on contraint le RCB au partage de points, on va contraindre la SFB au partage de points. Jusque là, c'est une équipe qui s'était très bien comportée. Et certainement, comme il a dit, il n'a pas respecté l'adversaire. Et on s'est dit, comme c'est vitesse, on a déjà gagné le match dans l'esprit avant de le jouer. Parce qu'on s'est dit, le match prochain, c'est face à Vitesse, c'est face à Royal. On a dit qu'on comptabilise ça comme si c'était des matchs déjà gagnés. Alors que c'est différent. Et effectivement, lorsque vous regardez l'attitude, le comportement de l'équipe, pour une fois, moi je l'ai dit, je n'ai pas reconnu l'identité de l'AS Police. On n'a vraiment pas respecté l'adversaire, alors que l'adversaire avait quand même un plan savamment orchestré et a montré qu'il avait plus d'un tout dans son sac pour faire mal à qui que ce soit. Quand on se noie, on s'accroche à tout ce qu'on peut trouver. Voilà. Et surtout que c'est un adversaire direct. Moi, je pense que pour emprunter les mots de Drissa Ouedraogo, l'entraîneur, pour lui, ce match c'est un naufrage collectif. On l'écoute, Drissa Ouedraogo. Oui. Un naufrage collectif. Quoi dit? On a mis quelque chose en place toute la semaine pour venir vraiment contrer cette équipe de vitesse. J'ai rien vu de ce qu'on a fait à l'entraînement. C'est un naufrage collectif. On va oublier vite ce match. On a un autre voyage contre une équipe aussi qui ne sera pas facile à jouer à Bobo Royal la dernière journée. Voilà, moi je pense que
ce match, c'est à oublier. Rien à dire. J'ai même pas reconnu mon équipe. J'ai pas reconnu l'AS Police de début de saison, ou même quand on est mené, on revient au score. Même après, même si on perd, à la fin, on est content. Mais ce soir, depuis la semaine dernière contre le RCK, aujourd'hui encore, voilà, c'est un naufrage collectif. On va tirer les leçons et les enseignements de ce match. Voilà, Drissa Ouedraogo vous confirme que vos analyses sont pertinentes. Non, mais de toute façon, vous voyez la tribune de presse, il n'y a pas ce journaliste sportif là qui ne s'est pas demandé, mais c'est quelle équipe de l'AS Police Dri nous a sorti ce soir. Parce que là, personne n'a reconnu et les performances de Boni et le retour de Nadenga qui était là. Vraiment, il y avait de la présence quand même devant, mais il n'y avait pas de percussion. Et les percussions de Wilfried et des c'est compliqué. Ça a véritablement créé beaucoup de poches au niveau de la défense. Mais il y a eu quand même un élément capital, une absence capitale qui était préjudiciable à l'équipe. Amadou Traoré qui mène la paire d'attaque avec Romeu Benoni, il apporte de la percussion, de la vitesse généralement dans les deux de la défense. De ça voilà, et qui est beaucoup percutant. Il est parfois avec Ibrahim Komdawa à gauche, lui à droite, et Boni qui est beaucoup mobile. Il est très mobile. Donc il a manqué à cette, il déstabilise parfois les défenses. Il a manqué aussi à cette équipe. C'est une absence, à mon sens, qui a manqué aussi. Très rapidement ce match. Le prochain match c'est contre Royal. Moi je pense qu'il va falloir se remettre en cause et aller chercher cette victoire face à Royal, parce que là si vous tombez face à Royal, vous devenez un candidat plus que sûr à la relégation. Victoire donc de Vitesse 2-0 sur l'AS Police. On écoute Mamadou Zangodi Bebeto, l'entraîneur de Vitesse. Ça se termine pas bien pour nous puisqu'on est toujours dernier. Malgré notre victoire, on restera dernier. Mais je dirais que c'est une victoire qui est bienvenue. Ça prouve que si on se met au sérieux, au service du collectif, on peut avoir aussi des 3 points. Vous regardez bien, c'était la combativité, il y avait l'envie. Mais je dois avouer qu'on n'a pas assez joué au ballon. On a quand même laissé un peu le ballon aujourd'hui, misé sur une défense bien regroupée. Et puis voilà, essayer d'aller vite devant, ça a payé pour nous. Voilà, Mamadou Zangodi Bebeto, c'est vrai que ça sera difficile pour Vitesse FC de revenir avant cette mi-saison, puisque c'est à la 17e journée on arrête la première phase. Oui. Il reste un match. Le premier chapitre, 20 matchs. Non, il reste un match. Je me demande s'ils n'ont pas un match en retard, parce que je vois que c'est l'État, ça a 3 matchs en retard. Il doit avoir un match en retard. Je n'en sais rien, mais c'est possible. Mais on verra, mais tout compte fait, c'est quand même très difficile pour cette équipe-là, en tout cas qui mène la couche en arrière. C'est pas gentil, je vous également, c'est pas gentil Yves Salamé et Isaka, ce soir vous n'êtes pas très gentil envers les équipes. On place juste les mots à la place qu'il faut par le moment pour faire mal, pour que les gens comprennent. La course à l'arrière, comment on peut mener une course à l'arrière? Ce qu'il dit, que nous avons laissé le ballon, mais il n'avait pas le choix. Parce que quand on joue à l'extérieur, quand même, pour une équipe, s'ils avaient essayé de mettre le pied sur le ballon, moi, je crois que l'AS Police n'allait pas avoir cette prestation. Parce que ça allait être un autre match. Et je crois que le fait d'avoir laissé le ballon à l'AS Police et de procéder par des comptes a bien payé. D'accord, on va voir l'ensemble des oppositions de cette 16e journée. L'AS Police qui a été battue par Vitesse FC 2-0. Kozaf AS Douane, c'était en deuxième rencontre à Isaka. Quand on venait, Kozaf était en train d'être déplumé. Donc 4 buts à 1, n'est-ce pas? Donc on va dire l'AS Douane a déplumé Kozaf 4 buts à 1. D'accord, merci Isaka. Après sa belle victoire face à l'ASFA. Oui, donc 2 victoires d'affilée. 2 victoires d'affilée, Kozaf chute comme ça. Victoire controversée face à l'ASFA. Victoire controversée. C'est une victoire. Il dit c'est une victoire, moi je ne dis combien pas. Belle victoire face à l'ASFA. C'est une victoire à polémique qui jusqu'à là où ça met un gros point d'interrogation sur cette équipe qui a vraiment chuté. Non, c'est simplement ça peut s'expliquer. Ça arrive. Ils n'ont pas pu faire la passe de 3. C'est des jeunes, c'est difficile aussi par moment. Il faut comprendre que c'est une équipe qui est très jeune
qui n'a pas trop de joueurs qui ont une certaine un vécu dans le championnat. Oui. C'est des jeunes qui sont dans l'insouciance, qui jouent bien au football, qui titillent. Même ce soir, ils ont été battus, mais ils n'ont pas été ridicules. D'accord. Donc, la passe de 3, c'est difficile. Après avoir épinglé un gros morceau comme la Sfagnedega, c'est pas évident. Et on retombe sur l'AS Douane. Bon, vous comprenez que... Non, mais... ça va tout de suite. On continue avec ces oppositions de la 16e journée. Léopard de Saint-Camille jouera contre Majestic. L'AS Sonabel est leader après cette 15e journée. Jouera Raimo FC qui a été battu à la 13e journée match en retard par Royal FC 4-1. Voilà, également, donc on va dire Royal a déplumé 3-1 je crois. 4-1. Voilà. Donc la SEC au stade Batiobo Balibier jouera Uzo. Et on aura Asfayininga RCB ici au stade Colombo. Oui. Étoile filante de Ouagadougou, c'est contre le RCK. De notre ami Mouyouma. Oui, bien sûr, Mouyouma qui est absent et qui sera remplacé par son compatriote qui est gabonais également. Okay. Deuxième, voilà. Donc les faux jouera le RCK et la SFB Salitas, un match reporté. Oui, puisque Salitas s'est envolé aujourd'hui même vendredi pour le Soudan où ils doivent jouer leur match de deuxième tour de la Coupe de la Confédération africaine. Voilà donc les oppositions de cette 16e journée. Un gros morceau, on va dire, Léopard Majestic, ASEC Uzo, c'est un match également à suivre de près. Et Sonabel Raimo, j'ai envie de dire également, IB. Oui. Allez-y. Moi, je sais pas s'il s'appelle IB, encore. Je pense que ça pourrait la provocation depuis qu'il est revenu de Bafora où il a fait un très mauvais match. Il a fait un mauvais match qui a coûté cher. Il n'avait pas la parole, Salambé. Mais on lui a posé une question sur le façon. Oui, mais il va développer. Parlons un peu de son match. Ça, c'était la parenthèse. On y reviendra. D'accord. En fait, moi, je vais juste parler de la rencontre Raimo AS Sonabel. Oui. Vous savez que Raimo a connu quelques difficultés lors de ces derniers temps. Oui. L'AS Sonabel, donc, qui a pour ambition d'être championne en mi-saison, en attendant bien entendu les matchs en retard de Salitas qui a commencé à trébucher. La fois passée, c'était face à l'USFA, ça n'a pas passé. Donc l'AS Sonabel s'est fixé quand même pour ambition donc de terminer première, en tout cas pour ses phases aller. En tout cas, elle est sur une très bonne dynamique. Et là, c'est face à une équipe de Raimo qui patine, qui ne gagne plus. On attendra de voir quelle sera donc la configuration du match. Mais moi j'ai l'impression donc que ça va être un match tout feu, tout flamme. D'accord. Avant de terminer, si tu permets, il faut quand même mettre un mot sur le match Majestic Léopard. On ne sait pas exactement où ça va se jouer parce que n'oubliez pas que le terrain de prédilection de Majestic est fermé pour réflexion. Donc pour l'instant, jusqu'à ce soir, on ne sait toujours pas où Majestic va peut-être. Le match se jouera à Ouagadougou puisque c'est Léopard qui reçoit. Bon, de toute façon, on verra. D'accord, voilà. D'accord, c'est eux qui reçoivent. Oui, ok. Léopard reçoit. Voilà, donc on termine cette émission en vous invitant à une course cycliste. Vous allez voir l'affiche, c'est sur Charles de Gaulle, la première course organisée par la fédération nouvellement élue. Voilà, sur l'avenue Charles de Gaulle. Ça sera ce dimanche. En tout cas, la fédération invite le public sportif à venir voir la petite reine, en tout cas l'œuvre sur Charles de Gaulle. Donc vous êtes tous invités sur ce plateau également. Nous sommes des fans de la petite reine et le boulevard Charles de Gaulle, pour ceux qui connaissent le Burkina et Ouagadougou, savent que c'est le boulevard de la petite reine. Oui, bien sûr. Après avoir annulé le Tour du Faso, bien sûr, pour raison me semble-t-il de Covid. Merci Ibé, merci pour votre présence, merci Isaka, merci beaucoup. Salambéré, toujours on parlera de son match. À Banfora. Tranquille, on fera une émission spéciale. Il fait un faux match à Banfora, on reviendra là-dessus. Merci à l'équipe de réalisation, merci à vous aussi qui nous avez suivis. On se retrouve lundi, voilà, pour notre émission. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.